Alors messieurs, on va voir quels sont vos résultats marquants pour vous. Cédric Canté, rien de très original. Non, malheureusement, Mais j'aurais aimé l'être. Et il est important de revenir sur cette victoire et cette démonstration du Barça face au Bayern. Oui, parce que c'était le premier choc pour Hansi Flick. Il y avait une déconvenue face à Monaco, mais ils étaient en infériorité numérique. Donc là, c'était vraiment en plus deux styles un peu similaires entre le Bayern qui joue très haut, le FC Barcelone aussi, on l'a dit et redit. Donc c'était intéressant de voir quelle équipe allait craquer presque en premier et qui allait faire preuve de plus de réalisme. Donc ça a été serré à un moment donné. Et puis derrière, petit but polémique sur le deuxième but du FC Barcelone. Mais derrière, ils ont maintenu un niveau, ils ont maintenu une exigence. Et puis ils ont fini le travail pour pratiquement humilier cette équipe du Bayern qui avait l'habitude de prendre des points. Humilier carrément, c'est le mot. Vous pensiez que ce serait peut-être plus serré entre les deux? Si on se réfère au dernier résultat quand même... Ils sont en faveur du Bayern. Le Bayern adorait jouer au Camp Nou et adorait jouer cette équipe catalane. Ouais. Donc pour moi c'est un résultat important parce que c'est la fin d'une époque et c'est pour moi le retour quand même... le début d'une autre. Ça acte le retour du FC Barcelone. Peut-être pas comme un prétendant, mais les résultats quelques jours après peut-être nous démontrent que ça peut être le cas. Voilà. Donc pour moi c'est le vrai retour du FC Barcelone dans cette compétition. Et en chiffres ça donne quoi ce succès catalan? Est-ce que la domination du Barça est spectaculaire en chiffres en tout cas? En tout cas c'est une efficacité redoutable sur ce match offensivement pour le FC à Barcelone. En termes de possession, on va voir que c'est le Bayern qui a eu l'avantage face au FC Barcelone, mais ça a été la seule catégorie statistique qui a été à l'avantage des Bavarois. Sinon, regardez, en termes de buts, ça a été parfait. 4 buts inscrits sur 4 tirs cadrés et 4 grosses occasions pour les Catalans. 12 tirs au total, 11 pour le Bayern Munich. Il faisait jeu égal à ce niveau-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ses 60% de possession, le Bayern Munich a été neutralisé par la défense du FC Barcelone. On parle beaucoup de l'attaque, mais la défense a su contenir également les attaquants du Bayern Munich. Clairement, le Barça a envoyé un message à toute l'Europe. C'est ce qu'a signifié l'excellent Pedri juste après le match. Creo que es lo que queríamos hacer hoy. Sabíamos que tenemos mucho potencial en el equipo, sabemos muy bien a lo que jugamos y la verdad que es lo que queríamos hacer, dar un golpe encima de la mesa, decir que aquí estamos nosotros y vamos a por todas. Taper du poing sur la table, les mots sont forts. Avant de parler des individualités, est-ce qu'il faut surtout mettre en avant le collectif du Barça et cette manière impeccable de jouer ensemble? Oui, mais je trouve que le mot est symbolique de Pedri. Ça veut dire qu'il y avait un complexe européen quand même. Barcelone est un grand club. Barcelone est un grand club européen, mais depuis quelques années, ça marche pas du tout en Coupe d'Europe. C'est vraiment même des résultats très très médiocres. Et parfois éliminés au premier tour, parfois en huitième, mais misérablement comme l'année dernière. L'année dernière, c'était quart contre le PSG, mais enfin c'était vraiment assez médiocre. Pas digne pas misérable, mais médiocre. C'était pas très bon. Et avec une mauvaise image, un carton rouge, de la nervosité, enfin plein de choses comme ça qui montraient qu'il y avait une sorte de complexe européen, que le Barça passait pas ce cap-là. Ils arrivaient encore à être champions d'Espagne de temps en temps, mais ce cap-là, ils le passaient pas. Et là, ils l'ont passé effectivement tous ensemble, de manière collective. Et là, je pense que ça peut vraiment créer un vrai bond en avant pour ce Barça. Ouais, c'est sûr. Et parmi les individualités qui sortent du lot, il y a Yamal, Lewandowski, mais il y a évidemment Rafinha, triple buteur contre le Bayern. Le Brésilien, c'est votre MVP, le meilleur joueur de cette journée. Pourquoi? Oui, pour moi, c'est le MVP de la journée parce que c'est lui qui a tout de suite mis son équipe sur les bons rails avec cette occasion-là qui transforme le 1-0 arrivé très rapidement. On parle beaucoup de lui par rapport à ses statistiques, mais je note aussi que quand il s'agit du travail défensif, il est toujours là, il est toujours au bon endroit. Et c'est quelqu'un qui sait bonifier aussi les autres. Là, on voit par exemple, il a fixé le défenseur, il est revenu sur son pied droit, il a bien ajusté le gardien du Bayern de Munich. C'est toujours celui-là qui donne du fil à retordre à la défense adverse parce qu'il fait toujours les courses dans le dos. On sait que Yamal, il aime souvent dans les pieds et que Lewandowski, il est plus finisseur, mais lui, il n'arrête pas de courir. Il n'arrête pas de courir, effectivement. On parle beaucoup des statistiques sur Rafinha, vous en parliez. Ça donne quoi, d'ailleurs, le match de Rafinha face au Bayern? C'est plus seulement un joueur de complément, c'est devenu un leader. Rafinha, il a 27 ans, il est capitaine, il assume ses responsabilités de capitaine contre le Bayern Munich. C'est des statistiques parfaites, on a vu celle du Barça tout à l'heure, c'était absolument parfait. C'est pareil au niveau individuel pour Rafinha. 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts inscrits, 2 dernières passes avant un tir, 5 ballons touchés dans la surface adverse. C'est le joueur catalan qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Et cette saison, il réalise tout simplement le
le meilleur début de saison de sa carrière. 14 matchs joués, 10 buts, 7 passes décisives. C'est le deuxième joueur le plus décisif du FC Barcelone derrière Lewandowski, qui lui de son côté en est à 17 buts et 2 passes décisives. Et la saison dernière, regardez, si on compare, sur ses 37 matchs joués, il était à 10 buts et 13 passes en fin de saison. Donc il est déjà quasiment à son total de la saison dernière, alors qu'on est seulement à la fin du mois d'octobre. Et dans son sillage, c'est toute l'attaque du Bayern du Barça qui rayonne, puisque le Barça a la meilleure attaque d'Europe avec 47 buts marqués en 14 matchs cette saison, dont 7 matchs terminés en ayant marqué au moins 4 buts. Donc c'est vraiment le leader, un des leaders en tout cas de ce nouveau Barça. Cédric, est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Henry qui dit que le trio Yamal, Rafinha et Pedri est l'équivalent du trio Messi, Ronaldinho, Iniesta et que c'est une équipe qui est partie pour tout gagner? Ou est-ce qu'il va trop loin? On a enlevé Lewandowski. Oui, en plus il y a Lewandowski, c'est vous. Voilà, il faut trouver des trios. Pedri, quand il est dans de bonnes dispositions physiques, on a un petit peu oublié que c'était un des meilleurs milieux de terrain du monde. Sauf qu'après sa saison à 80 matchs à 16 ans, on l'a un petit peu cramé. Mais ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Donc, pour moi, c'est du top niveau. Et j'avais des interrogations sur le comportement défensif. Ils nous ont montré en une semaine qu'ils arrivaient à assumer leur statut. Donc, pour moi, oui, c'est des joueurs qui peuvent permettre à FC Barcelone, pourquoi pas, de gagner cette compétition. Je ne sais pas trop où ils peuvent s'arrêter, surtout qu'il y a beaucoup d'absents. Ils font ça alors qu'il y a 4, 5, il y a des absents derrière, des absents au milieu. Devant, ils ont trouvé la bonne carburation, heureusement pour leurs adversaires, parce que c'est la meilleure attaque d'Europe. Mais ils n'ont pas vraiment de limite. Et je crois qu'ils sont en train eux-mêmes découvrir leur potentiel. On a parlé de Rafinha et j'ai un petit quiz à vous soumettre, messieurs. Lorsqu'il est arrivé à Barcelone à l'été 2022, Rafinha a fait une promesse aux supporters barcelonais s'il remportait la Ligue des Champions. Quelle est cette promesse ? Je vous vois sourire, Romain. Peut-être qu'il essaie. Donc la promesse, c'est quoi? Inviter 100 sociaux au restaurant, traverser le terrain à genoux ou se baigner nu dans la fontaine de la Plaça d'España. Qui a une réponse à me donner? Je dirais la troisième. Se baigner nu dans la fontaine de la Plaça d'España, qui est une très jolie place à Barcelone. Vous diriez ça? Cédric? J'ai pas envie de copier mon ami Aurélien, mais c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, le connaissant. Parce qu'inviter 100 socios, pourquoi pas 200, 500 ou le stade. Ouais, voilà, merci. Non, ouais, je dirais ça, se baigner. D'accord. Alors en fait, Rafinha a promis de faire la même chose que ce qu'il a déjà fait avec Leeds United lorsque le club avait réussi à assurer son maintien en première ligue. Il l'a déjà fait. Il a traversé la pelouse d'Elland Road à genoux et a donc promis de traverser celle du Camp Nou si le Barça remporte la Ligue des Champions. Bon, voilà, il l'a fait quand même. L'avantage, c'est que c'est faisable, quoi. Voilà. C'est pas... Ouais, parce que tout nu dans la fontaine en plein Barcelone, pourquoi pas. Donc voilà pour Rafinha qui est le MVP de la semaine selon Aurélien et Cédric d'ailleurs, vous l'avez noté. Et dans le même temps, Romain et Philippe, vous avez choisi Vinicius. On regarde quel est le choix des abonnés pour cette troisième journée. Suspense, quel est le choix des abonnés selon vous? Eh bien, il s'agit de Vinicius qui est le MVP de la troisième journée. Donc le vote des abonnés avec 52% et ça fait pas mal de votants. En fait, 31 000 votants ont choisi Vinicius pour cette troisième journée devant les 25 000 pour Rafinha qui est à 12%. Si vous l'avez choisi, Philippe, c'est aussi parce qu'il a, et surtout parce qu'il a été monumental dans la remontada du Real face au Borussia Dortmund. Oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que le scénario est plus spectaculaire que celui du match de Barcelone qui a mené assez vite contre le Bayern, alors que là, le Real était en énorme difficulté. Là, Rudiger marque le 1-2 parce que le Dortmund mène 2-0 à la mi-temps. Vinicius commence son festival en égalisant. Et puis là, les Allemands perdent la tête. Et puis le Real nous fait un coup de chauffe comme ils sont capables d'en faire. C'est-à-dire tout d'un coup, ils étaient inexistants en première période. Ils marquent 3 buts, vous voyez, très rapidement. Le quatrième, vous venez de le voir, celui de Vinicius, c'est incroyable. Il traverse tout le terrain, il fait 80 mètres. Et puis il y a le dernier qui est pas mal non plus. Le scénario fait que Vinicius, oui, a été un acteur majeur de cette journée parce qu'il renverse un match.
Romain, c'est quoi les stats de Vinicius sur ce match contre Dortmund? Demi-temps finalement assez contrasté. C'est valable aussi pour l'équipe. Oui, on va d'abord regarder les statistiques du Real Madrid. Entre la première et la seconde période, on va voir que c'est le jour et la nuit. Et en première période, ils n'ont pas la possession du ballon. C'est le Borussia Dortmund qui tient le ballon. Un tir cadré pour le Real en première période, 9 en seconde. Les expected goals, les tirs subis, ils n'ont subi que 2 tirs en seconde période contre 6 en première. Les ballons touchés dans la surface adverse également. C'est assez saisissant le contraste. Et l'homme qui justement incarne ce changement de ce Real insubmersible qui a su réagir en seconde période, c'est bel et bien Vinicius qui lui a des statistiques offensives. On a l'impression qu'il s'est réveillé à la mi-temps au retour des vestiaires. C'était aucun tir cadré à la mi-temps, 4 en seconde période, dont 3 buts inscrits, 41 ballons touchés dans la surface adverse. On voit qu'il a remporté beaucoup de duels aussi en seconde période alors qu'il n'avait pas remporté en première période. Bref, c'est le joueur qui incarne ce changement du côté du Real Madrid. Ça a été l'un des détonateurs de ce Real pour amorcer cette remontada. Mais depuis cette formidable remontée donc contre Dortmund, rien ne va plus ou moins pour Vini et pour le Real. Et ça a commencé avec la défaite humiliante dans le Classico. On peut en parler comme ça, Aurélien, d'une véritable humiliation à domicile contre le FC Barcelone? C'est clairement ça contre l'ennemi juré de Madrid, surtout à domicile, quand on sait que c'était eux les favoris, quand on sait qu'ils ont justement sorti ce match contre le Borussia Dortmund qui leur donnait, même si en général dans un Classico il n'y a pas vraiment de... Mais tout le monde savait que Madrid était le favori sur ce match-là, mais malheureusement ils ont pris une raclée à domicile et puis oui, c'est une humiliation. Une vraie humiliation. On voit ces images et de cette défaite humiliante du Real Madrid à domicile. Cédric, votre sentiment à vous sur ce match-là que vous avez suivi, bien évidemment? C'est sûr que même au niveau comptable, il y avait 3 points de plus pour le FC Barcelone. On sait qu'ils vont forcément faire la course en tête. Donc rien qu'au niveau du classement, c'était important pour se mettre dans les meilleures dispositions psychologiques. Puis il y a l'ampleur du score. C'est vrai qu'il y a eu des années où le FC Barcelone venait marquer des buts du côté de Santiago Bernabéu. C'était une autre époque. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de différences. Et ce n'est pas du tout le même 4-0 qu'il y a quelques années ou il y a 2 ans quand Xavi est arrivé et ils ont gagné 4-0. En se promenant. Là, ça n'a pas été le cas. Oui. Mais je trouve que ce FC Barcelone-là, il a envoyé un message contre le Bayern, il en envoie un autre, presque aussi important face à ce Real-là. Un très bon travail, Hansi Flick. J'aime bien. Hansi Flick, l'entraîneur. L'entraîneur, parce que... Il y a eu un match quand même. Il y a eu un match parce que le Real... Le score est un peu flatteur, c'est ça C'est-à-dire que sur la première période, je trouve que le Real était bien meilleur que ce qu'il est depuis le début de la saison. Ouais. Paradoxalement, il était totalement inefficace, n'a pas marqué. Et à l'arrivée, la deuxième période, alors complètement basculé vers le Barça. Mais ça reste un 4-0. Mais on a l'impression que dès que ça tourne en faveur des Catalans, derrière, boum, il déroule. Oui. Il y a aussi le Bayern mercredi. Il y a un moment où ça pouvait basculer. Il y a eu des hors-jeux, il y a eu des choses ratées dans la surface. Et en première mi-temps face au Real, tu l'as dit, c'était un petit peu ça. Mais derrière, si vous ratez le moment où vous devez les punir, et ben ça n'est pas pour vous. Voilà. La bascule. Voilà. La palette va nous expliquer pourquoi est-ce que c'était une masterclass du Barça. À la fois face au Real Madrid et au Bayern d'ailleurs. Et Aurélien vient de dire qu'il adore le travail d'Hansi Flick. Le travail d'Hansi Flick, il se voit parce que le Barça a réellement changé cette saison, changé d'optique. Et on va le voir tout de suite avec beaucoup de flèches. Vous allez voir énormément de flèches, tout simplement parce que le pressing haut, qui est quelque chose que Guardiola avait inventé en 2009, c'est pas complètement nouveau, mais il est complètement dans l'ADN de ce nouveau Barça d'Hansi Flick, qu'il a vraiment poussé très loin là-dedans. Et on voit une équipe qui court énormément et qui sans arrêt vers l'avant. Je pense que d'ailleurs Cédric et Aurélien pourraient ajouter leurs commentaires parce que je pense que jouer en défense derrière des joueurs qui font ce travail-là, c'est plus facile. On est plus en confiance, ça permet d'être beaucoup plus haut, de combler les espaces et de défendre très haut, Cédric. Et de défendre après la ligne médiane. Vous défendez exactement parfois après la ligne médiane. Mais de toute façon, de manière générale, dès que vous avez vos joueurs offensifs qui font des efforts, de tels efforts, derrière vous avez une confiance et puis vous êtes plus haut et c'est plus facile. Et puis vous précipitez les passes de l'adversaire qui perd un peu les pédales. Même le Bayern finit par faire des grosses erreurs de relance. Vous voyez là, ils avaient passé un instant le milieu, enfin pas le milieu de terrain, mais ils étaient une incursion vers les joueurs du milieu de terrain. Immédiatement, ça s'est resserré énormément. Et il y avait 4 joueurs du Barça autour d'un joueur du Bayern. Et évidemment, là on est sur le Real. On est sur le ballon est récupéré. Là, on est passé sur le Real et on va retrouver la même difficulté pour le Real pour sortir.
parce qu'il y a ce travail incessant et à l'arrivée une récupération et immédiatement le Barça se projette et est extrêmement dangereux. Vous voyez que là on s'en sort d'extrêmes difficultés. On est difficilement Lounine réussit à ne pas se faire contrer, mais c'est limite. C'était Neuer d'ailleurs. Oui, c'est Neuer, c'est contre le Bayern. On était repassé sur le Bayern. C'est ça, effectivement. En tout cas, on a bien compris avec toutes vos flèches qu'il y a une... mais c'est une affaire de flèches. C'est ça, c'était une affaire de flèches et un harcèlement constant des joueurs du Barça. C'est ce que Guardiola a inventé avec le Barça en 2009, mais il a des héritiers, des héritiers qu'il pratique très bien, même au Barça. Merci beaucoup, Philippe.